Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément week-end de Tech Café. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver pour ce format un petit peu moins dans l'actu chaude, en tout cas moins que l'épisode hebdomadaire de Tech Café. Donc si vous voulez une revue complète des titres phares de la tech, et ben surtout écoutez l'épisode précédent, le numéro 258, où on vous parle notamment du CES, donc le Consumer Electronics Show, le salon qui a eu lieu à Las Vegas, et où on a parlé de beaucoup de choses, notamment des ordinateurs du futur, des affichages qui vont arriver sur les moniteurs et les télés très bientôt, des nouveaux composants d'ordinateurs avec les nouvelles propositions d'AMD, d'Intel, d'NVIDIA en carte graphique, et aussi, c'était assez surprenant, mais des voitures, c'était une tendance forte. On a aussi une petite rubrique jeux vidéo, franchement tout est bon pour aller écouter cet épisode 258, mais si vous en voulez encore, eh ben nous voilà, on est là ce week-end pour vous apporter quelques news complémentaires, et je suis en compagnie évidemment de Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais ça va très bien, bon week-end à tous. Un week-end de janvier, tu sais, il fait un peu froid, il fait un peu pluvieux, donc on s'est mis les chaussons, on s'est mis notre robe de chambre, on est près du feu, et puis on discute comme ça autour de ce qui se passe dans la tech, peut-être des actus un peu moins chaudes, un peu moins phares, à commencer par cette intelligence artificielle qui est complètement dingue, qui est une petite nouveauté parmi tout ce que j'ai pu voir moi en matière d'intelligence artificielle. Mais la proposition, elle est bluffante, c'est tu décris en quelques mots ce que tu voudrais voir apparaître et ça te fait des images qui correspondent à cette description. Je trouve ça fou, c'est assez nouveau, Guillaume. Bah écoute, ouais, il y en aura sans doute d'autres hein, cette année, j'en suis sûr, mais mon premier aussi gros effet waouh de l'année en matière d'intelligence artificielle, c'est DALL-E. Alors DALL-E, écrit D-A-L-L-E, c'est voulu, hein, c'est le nom donné qui est pour rappeler à la fois Salvador Dali et le robot Wall-E, évidemment. Donc, et c'est effectivement une IA complètement surréaliste. Au début, ça part tranquille, pourtant, hein, puisqu'on retrouve un modèle qui est déjà connu, qui s'appelle GPT-3, dont on a parlé maintes fois déjà. Donc souvenez-vous de GPT-3, hein, c'est le meilleur des perroquets stochastiques. C'est un autre nom qu'on peut donner, qui est peut-être, à mon avis, plus adapté comme modèle de langage. On appelle ça des modèles de langage à la base. Parce que finalement, à la base, justement, ces modèles ne sont capables que de prévoir le prochain mot, étant donné un texte en entrée. Alors, parce qu'ils sont incroyablement complexes, donc 175 milliards de paramètres pour le GPT-3 modèle de langage, et qui sont entraînés sur des volumes non moins incroyables de texte, ils peuvent générer mot à mot des textes de longueur arbitraire, et parfois d'un réalisme bluffant, et dans une infinité de contextes possibles. À tel point qu'ils peuvent servir à plein de choses, sans même avoir besoin d'être modifiés. Donc par exemple, d'emblée, GPT-3 pouvait résumer un texte, définir des mots, créer des rapports sur n'importe quel sujet, vous parler comme un chatbot, mais aussi traduire des textes, faire des calculs et même pondre des lignes de code. Des fonctions qui n'avaient pas toutes été anticipées par les chercheurs d'ailleurs. Et donc, pour en revenir à DALL-E, c'est toujours GPT-3 en tant que modèle. Il faut voir que quand tu as un modèle d'intelligence artificielle, tu as, dans une certaine mesure, tu as la couche d'algorithme, la tête, la structure du modèle, et après tu as l'entraînement, la manière dont tu l'entraînes. Donc tu peux avoir un même modèle qui est entraîné de manière différente sur des sets différents, et ça donnera en sortie quelque chose de totalement différent. Donc GPT-3, c'est le même transformer, c'est le même modèle qui a été utilisé, mais au lieu de l'entraîner uniquement sur du texte à compléter des mots, c'est-à-dire en fait à résoudre des textes à trous, on l'a entraîné sur des paires de texte et images. Alors GPT-3, donc il est génératif, ça veut dire qu'il générait des mots. Mais en fait, quand je dis générer des mots, pour GPT-3, ce ne sont pas des mots. Le GPT-3 ne sait pas ce que c'est qu'un mot. Pour lui, ce sont des tokens. Ce sont des jetons arbitraires qui se suivent les uns les autres et dont l'ordre suit des règles de probabilité extraordinairement complexes qu'il est capable, petit à petit, d'apprendre et finalement d'approximer. Donc, en gros, quand il faut une suite de jetons, il se dit, cette suite de jetons-là, d'après ce que j'ai vu, il y a 90% de chances que ce soit ce jeton qui soit le suivant. Après, ça pourrait aussi à 5% être celui-là, puis à 2% celui-là, etc. Et la nature abstraite, complètement abstraite, de ces jetons, fait qu'on peut aussi bien leur faire représenter autre chose, voire des données graphiques. Donc, il y a une étape de codage qui est fondamentale. Donc, l'étape de codage, par exemple, pour le texte, les chercheurs ont utilisé un vocabulaire de 16 384 mots possibles, et chaque mot est associé à un token particulier. Donc, ça, c'est le codage en mots, donc c'est un codage relativement simple. C'est beaucoup moins simple pour les images, puisque pour pour DALL-E, il a fallu donc évidemment coder les images de cette manière-là. Chaque image donc doit être décrite aussi avec des jetons, et il y avait un maximum de 256 jetons mots.
il y avait un maximum de 1024 jetons. Donc il y avait 256 jetons maximum pour les textes, donc ça veut dire que 256 mots maximum, et pour les images, il y avait 1024 jetons, et ces jetons, en fait, doivent coder des parties d'images. Alors, comment on se débrouille? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, tu vois. Je veux dire, on représente pas directement les pixels par pixels des images, dans ce genre de cas. Chaque image, donc les images sont codées avec 1024 valeurs. Bon. Et donc, ces jetons d'images, ces valeurs-là, elles sont très spécifiques. En fait, 1024 possibilités, ça donnerait des images carrées de 32 par 32 si tu faisais que du pixel, tu vois. Et 32 par 32, c'est tout petit, c'est insuffisant pour avoir des images claires. Donc en fait, on va compresser le tout. Mais on va la compresser d'une manière très particulière. En fait, les images sont toutes en 256 par 256. Et ensuite, elles passent par un autre réseau de neurones indépendant qu'on appelle un auto-encodeur variationnel. Ou VAE pour Variational Auto-Encoder. Bon. Donc ce VAE, il est lui-même entraîné sur des sets d'images pour savoir en extraire des caractéristiques qu'il est ensuite capable de retranscrire en images si tu modifies ces caractéristiques. Par exemple, on peut entraîner un auto-encodeur sur des visages en lui faisant extraire des caractéristiques, on va dire standards, comme la couleur des cheveux, voilà, la couleur du visage, le sourire, quel pourcentage de sourire il y a dans une image. Donc ces caractéristiques sont ce qu'on appelle des variables latentes. On peut les modifier une fois que le modèle les a extraites, et après, on peut continuellement les modifier, puis on peut les réinjecter pour refabriquer une image modifiée. Donc par exemple, un visage peut être encodé et avoir 0,2 de sourire, donc en gros il sourit pas trop, quoi. Et on modifie cette variable-là, on met 0,9 de sourire, et le modèle va être capable de reconstruire le même visage, mais souriant, avec les mêmes caractéristiques. Donc dans le cas qui nous intéresse, on a entraîné un gros réseau de neurones, annexe, si on veut, qui n'est pas du tout GPT-3, c'est un autre réseau. Et donc ce réseau de neurones secondaires, on va dire, on l'a entraîné sur un très grand nombre d'images différentes et on lui a autorisé 1024 paramètres latents. 1024 caractéristiques qu'il choisit lui-même, en fait. C'est lui qui les choisit. Il choisit il regroupe un petit peu les images, il extrait les caractéristiques. Il dit voilà, t'as 1024 caractéristiques, et ensuite tu places ces 1024 caractéristiques sur une grille de 32 par 32. 32 valeurs par 32. Donc cette méthode permet non seulement de compresser les images, qui du coup passent de 256 par 256 pixels en 32 par 32, soit 1024 valeurs, mais en plus, elle conserve une forme de cohérence visuelle quand on modifie ces valeurs. Tu vois, comme quand on modifie la valeur de sourire. C'est des trucs continus, en fait. Donc au total, le GPT-3 de DALL-E, donc c'est donc comme GPT-3 le truc textuel, mais il est entraîné sur des blocs de 1280 jetons. Et ces 1280 jetons, en fait, c'est une correspondance qui doit établir entre 256 jetons qui codent du texte en mots, et 1024 jetons qui codent des images qui sont codées en VAE. Alors bien sûr, tu laisses ça cuire un bon moment, quand même, pour que les 12 milliards de paramètres de DALL-E soient bien stabilisés, et après, c'est une folie, parce que DALL-E, il fait comme GPT-3, tu lui donnes une description, donc une suite de tokens, et lui, il continue la suite, token par token, jeton par jeton, sauf que dans ce cas, il construit une image, il construit pas du texte. Donc si tu écris effectivement je veux une boule faite avec du blue jeans, il t'affiche un blue jeans en boule. Si vous ne me croyez pas d'ailleurs, allez voir le site web de démo, c'est limité, on peut pas écrire n'importe quoi, mais c'est déjà assez incroyable. Donc tu as des verres à poser sur une table, ou des draps à poser sur une table, un fauteuil en forme d'avocat, une pile de cubes avec un cube rouge au sommet, un bébé pingouin qui fait coucou, un bébé radis qui fait coucou, il n'y a pas de problème. Voilà, DALL-E te fait les images que tu veux. Et en plus, parce que bien sûr, il existe une infinité d'images possibles. Imagine un bébé pingouin qui fait coucou, il y a une infinité de manières de représenter ça. Et effectivement, DALL-E donc peut générer des images différentes. Et sur le site, les chercheurs utilisent d'ailleurs encore un autre modèle qui s'appelle Clip, dont on avait déjà parlé, qui lui, par contre, est capable de décrire ce qu'il voit. Et donc en fait, il est capable en quelque sorte de voir si oui ou non DALL-E part dans le décor ou pas. C'est-à-dire que, évidemment, si tu donnes une description, que DALL-E crée une image et que Clip donne une description totalement différente, c'est qu'il s'est planté quelque part. Donc Clip permet en plus d'affiner un petit peu les résultats de DALL-E. Et du coup, DALL-E a fait donc ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire donne des images crédibles totalement de trucs qui existent ou qui n'existent pas, mais il fait même mieux en fait, parce qu'il est capable de répondre à des demandes positionnelles, voire stylistiques. Tu peux lui demander un gros plan, ou une macro, ou un plan de coupe. Tu peux lui demander une peinture ou une photo, tu peux lui demander une image de jeu vidéo. Tu peux lui demander un truc en voxel, il te fera une image en voxel.
DALL-E peut combiner des concepts pour produire des trucs qui n'existent pas, et comme on a vu, hein, comme un bébé radis par exemple, qui fait coucou, ou des trucs qui existent. Et il peut même vous faire office de filtre. C'est-à-dire, tu peux lui demander une image avec un champ en haut et le même champ de dessin en bas, et t'as un champ de dessin, il te fait un chat et un champ de dessin en bas. Ou une théière en haut, une théière avec marqué GPT-3 dessus en bas, il le fait, il n'y a pas de problème. Il a même des notions de géographie et d'histoire, parce qu'il peut te sortir le Golden Gate si tu lui demandes, ou un téléphone des années 20. Parfois, c'est souvent encore approximatif, mais il y a quand même le truc, quoi. Donc, voilà, c'est un travail de recherche, évidemment. Alors, les images produites sont petites, sont pas d'une qualité forcément qui est utilisable en production, c'est vrai, mais t'imagines le potentiel de ce truc. Imagine le marché de la banque d'images, le business d'iStock ou de Pixabay. Ben c'est terminé. Les images sont générées à la volée en fonction des besoins. Imagine le boulot d'illustrateur. Donc c'est le métier de produire des images en fonction des descriptions, en gros. Hein. Imagine les jeux vidéo, la pub. C'est un petit modèle à 12 milliards de paramètres, c'est tout. Je veux dire, c'est même un petit modèle comparativement à ce qui s'est déjà fait l'an dernier, quoi. Donc, c'est vertigineux complètement. C'est un bel exemple qui permettrait dans les entreprises de montrer aux managers, aux mecs qui commandent des créations graphiques dans le domaine de la com, ils verraient en temps réel à quel point leur brief parfois n'a ni queue ni tête et probablement que ça créerait des images qui ne correspondraient pas du tout à ce qu'ils attendraient. Ça les obligerait à reformuler les choses si l'outil est abouti. Ce que je trouve top, c'est vraiment quand tu leur donnes, donc quand tu donnes un texte et que tu donnes une contrainte avec un morceau de l'image qui doit être respecté, la manière dont ils se tirent de cette contrainte-là, notamment l'exemple du cube blanc plein qui regarde, tenez-vous bien, son propre reflet dans un miroir. Et donc il y a la contrainte du reste de l'image et c'est marrant de voir comment se tire l'algorithme de ces contraintes, quoi. Donc effectivement très impressionnant et très enthousiasmant. Ça me fait penser à un dispositif que Google avait dû lancer il y a de ça quelques années où en gros on griffonnait un dessin tout pourri à la mode enfant de 2 ans et il arrivait à te restituer ça de manière beaucoup plus travaillée, mais là on est vraiment sur une autre approche où il y a une transformation du texte en image et c'est vraiment impressionnant. Autre exemple sur ce que je disais sur l'image de contrainte, c'est le mannequin masculin qui est habillé dans une chemise orange, etc. et noire, et en fait il y a le haut du mannequin et on voit que toutes les images ont une certaine cohérence sur la restitution et pour cause la contrainte est respectée à chaque fois, et donc ça donne aussi une espèce de continuité dans la série d'images qui est livrée, qui montre à quel point ça peut être intéressant et à développer, quoi. Effectivement plein d'applications. On reste dans l'image waouh, mais on est dans un tout autre domaine, Guillaume, avec cette numérisation, avec un niveau de détail inégalé a priori d'une peinture d'un Rembrandt. C'est poétique, magique et bluffant techniquement. Ouais, bah c'est sûr. Bah non, mais c'est vrai que c'est toujours vertigineux aussi. Alors, je sais pas si à vous, on vous a déjà dit que vous étiez lourd avec vos histoires de mégapixels. Tu sais que ça valait pas le coup d'avoir 20 mégapixels dans ton appareil, nanana, mais qu'est-ce que tu nous emmerdes avec tes mégapixels, bon. Si c'est le cas, j'ai la solution, hein, ça y est, c'est bon. La solution, elle se trouve au Rijksmuseum, qui est à Amsterdam, où j'ai d'ailleurs eu la chance d'aller avant la pandémie, à un autre temps. Et voilà, le Rijksmuseum a décidé de faire une version numérique de la Ronde de nuit de Rembrandt. Et les mecs, ils rigolent pas avec Rembrandt, hein, voilà, puisqu'ils l'ont photographié en 717 gigapixels, soit 717 milliards de pixels. Alors ok, c'est un gros tableau, hein, c'est un tableau qui fait 3,6 m sur 4,3 m, mais enfin quand même, chaque pixel fait du coup 0,05 mm de large, c'est-à-dire la taille d'un petit globule rouge. Ah ça c'est fidèle, il n'y a pas de problème. Bien sûr, ils ont utilisé une mosaïque pour faire ça, une mosaïque de 8439 clichés, de 100 mégapixels chacun, chaque photo capturant un petit bout de 5,5 par 4,1 cm, pour une image finale qui fait seulement 5,6 téraoctets. Et après on me raille parce que je manque d'espace sur ma carte mémoire, bah je te jure. Donc une telle précision micro-chirurgicale, vraiment, est néanmoins utile dans le cadre d'une restauration, puisque du coup tu peux avoir un accès immédiat à n'importe quand à la structure fine de chaque coup de pinceau, de chaque micro-parcelle du tableau, ce qui est effectivement directement utile si tu dois restaurer ça avec une précision chirurgicale.
Et si tu donnes plein de ces clichés à digérer à un algorithme d'intelligence artificielle, il arrive à te faire des faux plus vrais que nature, j'imagine. Enfin, ça doit aider peut-être à terme. Ça me semble compliqué comme ça à exploiter, mais bon. Allez, on tourne les yeux vers l'espace. J'ai suivi avec beaucoup de plaisir le lancement de James Webb dont on avait parlé. Il avait été reporté. En plus, un lancement qui s'est particulièrement bien passé parce que il a été tellement précis ce lancement qu'on va pouvoir avoir une durée de vie de James Webb prolongée avec son carburant. Tu nous parles un petit peu justement de cet environnement espace, Guillaume. Oui, de News Espace un petit peu. Donc on s'inquiétait pour la Station Spatiale Internationale aussi, qui a été commencée en 98, qui devait prendre sa retraite en 2025 sans que vraiment on sache comment en fait. Et finalement la NASA vient officiellement d'étendre son service actif à 2030. Donc l'ISS rempile pour 5 ans supplémentaires, ce qui ne fait que déplacer les problèmes. Les problèmes, que faire ensuite ? C'est pas si clair que ça, même s'il y a des projets privés pour la plupart. L'ISS, c'est une vieille dame qui a parfois des fuites. Tant que ça se répare avec du Chatterton, ça peut rouler. Mais bon, ça va pas s'arranger, donc encore 8 ans de plus, ça va quand même être long, espérons que tout aille bien. Mais bon, oui, du côté James Webb Telescope, par contre, il y a que des bonnes nouvelles, effectivement, puisqu'on parlait en fin d'année dernière du JWST, comme on l'appelle affectueusement. Donc on s'est émerveillé de cette merveille, effectivement, de technologie, de mécanique qui allait devoir faire un très long voyage semé de 1000 embûches afin de pouvoir potentiellement inaugurer une nouvelle ère de l'astronomie. Qu'est-ce que j'ai fait une phrase super journalistique, tu trouves pas ? C'est vrai en plus, oui, carrément. 10 sur 10 en journalisme. Merci. Mais oui, le JWST est super ultra méga cher, compliqué et fragile. Première bonne nouvelle, vous le savez sûrement, il est parti et n'a pas explosé au décollage. Deuxième bonne nouvelle, il est en route et il s'est déployé comme une fleur dorée, ou un gros parapluie, au choix, sans aucun problème, le tout après avoir également déployé sans souci son bouclier thermique. Et donc à l'heure où je vous parle, il est à 80% de la distance de son point de Lagrange L2, il garde la tête froide à moins de 200 degrés, mais il a plutôt chaud au cul, puisqu'il est à 54. On comprend mieux du coup la nécessité d'un bon bouclier thermique pour sa caméra infrarouge turbo-sensible. Alors, comment est-ce que je sais tout ça, moi et comment je sais encore qu'il file à 0,34 km par seconde ? Parce que tu fais ton travail, c'est tout. Mais exactement, parce que oui, mais surtout parce que le site web de la NASA le suit en temps réel, donc vous pouvez aller voir en temps réel où se trouve le James Webb Telescope et comment il va. Donc, dernière bonne nouvelle, tu l'as dit, et c'est un cocorico, si j'ose dire, c'est très journalistique aussi, ça, le cocorico. Puisque le télescope spatial a plus de réserves de carburant que prévu, donc il a été lancé avec 240 litres d'un truc qu'il faut surtout pas avaler, et grâce à la mise en orbite d'une extrême précision d'Ariane 5, il n'a pas eu besoin de beaucoup de carburant pour corriger sa trajectoire, et donc ça le laisse actuellement avec 2 fois la réserve qui était prévue pour 10 ans d'activité. Et donc oui, on peut dire que grâce à Ariane 5, l'espérance de vie du JWST passe potentiellement à 20 ans, et quand on sait le pognon qu'il a coûté, c'est pas plus mal. On ne sait pas. Bon, évidemment, il faudra le mettre qu'il soit opérationnel, qu'on ait le temps de gérer tout ça, etc. Mais le potentiel des images que peut restituer James Webb, c'est un potentiel historique. On peut avoir des images qui se retrouveront dans les manuels scolaires. On peut avoir des images qui nous apprendront des choses. Comme Hubble, comme Hubble, et au-delà, bien sûr. Ça fait rêver. Alors, autre chose qui va nous enthousiasmer un petit peu, aller loin, l'époque des drones qui fleurissaient dans les chaumières pour qu'on aille faire des photos des champs lors des promenades estivales. Mais l'utilité des drones reste là. Elle a même été prouvée avec une bonne nouvelle, Guillaume. Mais oui, et surtout pour Bjorn. Appelons-le Bjorn, pourquoi pas. Oui. Et oui, pour Bjorn, le salut est venu du ciel. C'est pas un yaourt, ça d'ailleurs. Non, c'est Bjorg. C'est Bjorg, mangeons bio. C'est Bjorg, si, c'est Bjorg. Bon. Je pense. C'est une marque d'ailleurs de produits bio. Bref. C'est heureusement que c'est le week-end. Donc Bjorn. Bjorn est suédois. Évidemment, il s'appelait Bjorn. Non, mais il s'appelle pas vraiment Bjorn, c'est moi qui l'appelle Bjorn. Bon, en tout cas, il est suédois, il a 71 ans, et il a eu un arrêt cardiaque. Voilà. Et puis, au lieu d'une blonde Valkyrie, il a vu descendre sur lui du ciel une machine avec 6 hélices et qui faisait un bordel du diable et un défibrillateur pendu dessous. Et c'est tant mieux, parce qu'avec ce défibrillateur, il a été sauvé, Bjorn. Et donc, il peut dire merci au drone d'Everdrone qui peut amener donc des défibrillateurs en cas d'urgence dans des coins un petit peu reculés. Et puis, il y en a pas mal en Suède, des coins comme ça. Donc, c'est un test à vraie grandeur pour le moment. Et ils ont déjà été envoyés pour 12 arrêts cardiaques. Et 11 fois, ils ont réussi à livrer le défibrillateur. Bon, désolé pour le fois où c'est pas arrivé. Et 7 fois, ils sont arrivés avant l'ambulance. Donc c'est pas trop mal en fait, ils ont quand même bien le potentiel, surtout pour certaines zones, voilà, comme ça, un peu régulier, d'avoir des outils d'extrême urgence arrivés par drone, parce que la survie d'un patient dans un arrêt cardiaque, c'est une question de minutes.
Donc pour l'instant, eMade peut atteindre 200 000 Suédois qui sont voilà un petit peu reculés comme ça, mais bon, le service pourrait s'étendre en Europe. En tout cas, il y a des projets pour. Moi, je dis très bien. Tant mieux, on se réjouit de voir ces usages très concrets pour sauver des vies humaines avec ces technologies-là. On revient un tout petit peu sur le CES 2022, sur le Consumer Electronics Show, ce salon de l'électronique, parce qu'on a un casque, des lunettes de réalité virtuelle sur lesquelles tu voulais qu'on s'attarde un petit peu, Guillaume. Ouais, bon, dans l'hebdo, on va l'appeler comme ça, l'hebdo Tech Café, oui. On a parlé du PSVR 2 et on a détaillé un peu à quel point il était sexy au niveau des caractéristiques. Mais on sait toujours pas exactement à quoi il va ressembler, et d'aucuns se prennent à espérer très fort et qu'il soit plus léger, plus compact, et que est un peu moins l'heure d'un gogol avec, quoi. Voilà, disons-le comme ça. Même si je suis pas homme à faire cas du candidaton, tu le sais bien. Hein, j'ai bien conscience que les casques VR actuels, c'est peut-être pas le top du swag. Pourtant, on avance, puisqu'il y a des optiques, ce qu'on appelle pancakes, qui existent depuis un petit moment pour les dispositifs professionnels, voire militaires. Alors, il y a pas longtemps, il y a des lentilles tout plastiques de telle sorte de lentilles pancakes tout plastiques qui ont été présentées par Copin, qui étaient quand même vraiment impressionnantes, quoi, qui étaient vraiment extrêmement compactes pour le moment, parce que voilà, pour le moment, les casques utilisent des lentilles Fresnel. Elles sont relativement plates et pas très chères à faire, mais elles nécessitent un gros espace avec l'écran qui est devant. Pour contourner le problème, les pancakes, comme on dit, c'est des ensembles de lentilles qui utilisent la polarisation pour faire des allers-retours à la lumière dans l'intérieur des lentilles. Du coup, le chemin optique, il passe donc en partie à l'intérieur des lentilles, dans l'épaisseur des lentilles, plusieurs fois, ce qui fait que tu peux réduire la distance que tu as avec l'écran qui est devant. Du coup, on a des lunettes qui sont potentiellement beaucoup plus compactes. Mais du coup aussi, comme on fait balader la lumière plus de fois dans les lentilles et elle traverse plusieurs fois le milieu, on a des images plus sombres à l'arrivée. Et c'est le problème des pancakes qu'on peut compenser, disons, avec des écrans qui sont très lumineux. Et au CES, Panasonic, via une filiale, a dévoilé les Megane X. Alors Megane, ça veut dire lunettes en japonais, tout simplement. Ah. Donc c'est des grosses lunettes, les Megane X, voilà, qui ressemblent vraiment à des grosses lunettes. Alors dedans ces grosses lunettes, il y a des micro-écrans de 1,3 pouces chacun, en OLED, en 2560 par 2560 par œil, HDR10, donc HDR, 120 Hz. Donc c'est ces spécifications et des caractéristiques qui sont pas très loin du PSVR 2, mais avec des lunettes qui pèsent seulement 250 grammes, et qui sont vraiment nettement plus petites qu'un casque de VR moyen, comme tu peux le constater tu vois bien sur la photo que même si c'est pas incroyablement minuscule et discret, c'est pas vraiment invisible, tu vois bien que c'est quand même beaucoup plus petit qu'un Quest, tout en étant aussi d'ailleurs un casque autonome à base de Snapdragon XR1. Le Quest étant sur un XR2, donc on est plus proche d'un Quest première génération. Donc on commence à se rapprocher un petit peu des lunettes VR, plus que des casques VR, parce que on a vraiment des casques, est-ce qu'il serait bien, ce serait d'arriver à des lunettes. Donc voilà, on est loin d'un truc vraiment discret et passe-partout, je dirais, mais bon, il y a quand même, tu vois quand même un progrès, non ? Oui, on a l'impression qu'on se rapproche un peu des lunettes de soudure. Ces lunettes qui protègent tes yeux pendant que tu fais de la soudure, qui sont un peu grosses, mais qui ressemblent plus à des lunettes qu'un casque, en tout cas. On parle de la réalité virtuelle, forcément. Parlons un petit peu aussi de la réalité augmentée. On a des avancées ou des reculs dans le domaine, Guillaume ? Ouais, on parle de VR, AR, XR, tout ça. Et justement, on apprend que Qualcomm et Microsoft vont continuer à marcher main dans la main pour améliorer le futur de la réalité augmentée, car Qualcomm se fera un plaisir de répondre à tous les desiderata de Microsoft pour ses prochaines HoloLens, avec des puces Snapdragon XR customisées. Qu'est-ce que ça veut dire ? On n'a pas vraiment plus d'informations. C'est pas une news incroyablement surprenante en soi, puisque l'HoloLens 2 est déjà équipé de Snapdragon 850. Donc les Snapdragon de série XR sont prisés. C'est le XR2 du coup, donc voilà, qui équipe les MetaQuest 2. Et puis, d'ailleurs, pendant qu'on y est sur les MetaQuest, précisons qu'il y avait une rumeur concernant un abandon par Meta, de son projet de système d'exploitation pour la VR, au profit du statu quo Android dans le cas actuel. Après, il n'en serait rien, selon la voix officielle et mielleuse de l'entreprise elle-même, qui se garde bien quand même de donner aucune information supplémentaire néanmoins sur cet hypothétique XROS. Donc bon, oui, Facebook est à fond dans la VR. On voit bien que tous les constructeurs, Microsoft, Facebook, Meta et Apple, ils sont tous dedans, chacun un petit peu à sa manière, on dirait. Évidemment, le plus ambitieux, le plus à fond dedans, c'est Meta, et pourtant, finalement, pour l'instant, on n'a pas vraiment de truc vraiment plus concret que ça. Le Metaverse a été annoncé, mais que pour ce qui est de la concrétisation,
On attend d'en savoir un petit peu plus. Attends. Coche ça, on met la case en tout cas pour notre bingo 2022. Et autre chose qu'on va mettre dans notre bingo 2022, c'est une proposition officielle d'Apple pour des lunettes, Guillaume. Et on a des rumeurs sur le sujet. Ouais, c'est pas officiel, c'est des rumeurs, mais tu vois, ce qui est marrant en fait, c'est que ces rumeurs tracent un petit peu des lignes. Tu vois, de plus en plus, Apple et Facebook, et je vais y arriver, Apple et Meta, c'est un petit peu comme Bruce Willis et Samuel L. Jackson dans Incassable, tu vois. Le héros et le super vilain, deux extrêmes liés par le destin, tous les opposent, mais il n'existe pas l'un sans l'autre, tu vois. L'un n'a pas de raison d'être sans l'autre. Chacun existe par l'autre. Bon, en fait, je suis pas fan d'Incassable, pour être honnête, mais je me rends compte que je suis pas non plus fan d'aucun Shyamalan, en fait. Bon, tout ça pour dire... Sixième Sens. Ouais, enfin, je sais pas si on peut être fan de Sixième Sens. Si, oui, non, mais Sixième Sens, c'était bien. Moi, enfin, honnêtement, c'est vrai que Shyamalan, je sais pas. Bon, ben, bref, je sais pas pourquoi je dis ça. Ah oui, si, Incassable. Donc, en gros, pour avoir tout ça pour dire que finalement, après avoir pris le contre-pied de Facebook à l'époque sur les données et la vie privée, Apple va aussi prendre le contre-pied de Meta sur le Metaverse. Puisque Facebook, donc, se fait appeler Meta, justement parce que voilà, selon lui, il est par essence une entreprise du Metaverse, un univers virtuel, spatio-temporel, une nouvelle réalité dans laquelle vous pourrez vous immerger autant que le nécessitera la triste grisaille de votre véritable vie quotidienne. Meta veut poser les jalons logiciels et matériels de la dystopie cyberpunk favorite des petits et des grands, avec le MetaQuest, et Apple, non. Voilà, c'est bien simple. Selon un analyste Apple, c'est un analyste donc qui est spécialisé Apple et qui est proche de gens qui sont eux-mêmes proches du dossier, le mot Metaverse serait carrément tabou dans la boîte de Tim Cook. Pourtant, Apple prépare aussi son casque. Hein. Ils auront un casque de réalité augmentée, mélangée, etc. Et un casque qui d'ailleurs se précise légèrement, puisque sur la dernière rumeur, il leur reste un casque qui aurait 3 écrans. Donc oui, 3, hein, un à droite, un à gauche et un au milieu, pour nos amis cyclopes, qui sont trop souvent injustement oubliés, hein, des fabricants de casques verts, faut quand même le dire. Non, je déconne, évidemment, si les 2 écrans OLED sont pour les yeux, et donc ils ont une résolution 4K, probablement 4K par œil, parce qu'on voit passer 8K, mais ça m'étonnerait que ce soit 8K par œil, enfin bon, j'en sais rien, mais ça me paraît plus plausible 4K par œil. C'est vrai qu'il y aurait un 3e écran et qu'on ne sait pas exactement à quoi il va servir. Il y a un indice, c'est que ce sera un écran AMOLED, alors que les autres sont des écrans OLED. Alors, quel rapport ? En fait, a priori, un écran AMOLED, c'est moins cher et c'est aussi moins dense. Donc, ce serait peut-être utilisé soit à l'extérieur, comme monitoring, soit ça pourrait aussi être utilisé pour vision périphérique. Parce qu'on a déjà vu un truc qui ressemble à ça chez Vario. Donc Vario, c'est un constructeur dont j'ai déjà parlé, qui font des casques, qui font probablement les casques les plus chers et les plus sophistiqués du monde. Donc je pense ça, donc c'est les seuls à faire des casques qui atteignent l'acuité visuelle humaine. Donc leur dernier, qui s'appelle le XR3, il affiche 70 points par degré, sur 115 degrés de field of view, quoi, de champ visuel. Mais le truc, c'est que c'est 70 points par degré uniquement sur la zone au centre de la vision. Donc en fait, c'est la vision fovéale qui est à résolution humaine. Donc ils font ça en fait en ayant des écrans qui sont ultra denses et qui sont censés afficher ce que tu regardes sur la petite surface là où est ton regard, donc cette région fovéale, et le reste, c'est la vision périphérique, et elle est affichée par un autre écran qui lui est moins dense. Donc un peu comme un écran de casque standard en fait, hein, tout simplement. Donc le XR3 du coup il peut aussi faire de la réalité augmentée, puisqu'il a des caméras couleurs de haute qualité qui font du pass-through. Donc en fait il pass-through comme le Quest, sauf qu'au lieu d'être de la vidéo de basse qualité en noir et blanc, c'est de la vidéo ultra 4K super top, et donc du coup tu vois le monde réel via le flux vidéo, et tu peux intégrer des trucs en 3D dessus si tu veux, et donc voilà, ça fait de la réalité augmentée comme ça. De la réalité mixte d'ailleurs, comme ça. Donc le Vario XR3, alors pour donner une idée du prix, le Vario XR3 c'est 6000 balles, et en plus il y a une souscription, qui doit être de 1400 balles par an. Ne fuyez pas, ne partez pas. Il y a aussi une version budget, attention, qui s'appelle des casques Vario. Alors ça reste je sais plus comment il s'appelle, mais bon voilà, c'est une reste du haut de gamme, puis c'est 2000 balles, avec 2 écrans qui font seulement 2280 par 2720. Mais bon, avec des optiques de ultra haute qualité, ce qui font que finalement la résolution est mieux exploitée, que l'image est plus claire. Mais bon, assez parlé de Vario, c'est juste pour donner une idée des prix vraiment des casques haut de gamme, et comme on sait que Apple, ça sera aussi un casque haut de gamme, avec des rumeurs de prix qui tournent autour de 3000 balles, ce serait possible que Apple suive le chemin de Vario avec son XR3, il propose un écran pour vision périphérique, et un écran par œil pour la vision fovéale, un écran différent pour la vision fovéale. Mais bon voilà, donc on verra bien. Tout ça pour conclure en disant que ce casque, pour immersif qu'il puisse être,
il sera pensé par Apple pour des usages ponctuels. Voilà, des sessions de jeu, des sessions de consommation de contenu de 2 ou 3 heures maximum, et c'est tout. Il n'est pas question d'immersion durable, voilà, par exemple, toute une journée dans le métaverse, non, c'est pas du tout ça qu'ils cherchent, hein. C'est pas une immersion dans une réalité alternative, c'est vraiment une consommation de contenu, puis après tu reviens au mode réel, et voilà, c'est comme ça. Le futur la vision du futur de la réalité virtuelle augmentée d'Apple, c'est celle-là, alors que celle de Facebook, apparemment, c'est vraiment une immersion durable et voilà, un métaverse, donc un mélange des deux. Donc c'est des visions qui diffèrent totalement. Maintenant, je pose la question, qui d'Apple ou de Facebook sera incassable ? Oh, c'est beau. Et on va regarder les Night Shyamalan pour se donner une idée sur cette question, Guillaume. Et on se fera un avis. On se le repartagera. Merci beaucoup pour cette revue complémentaire avec l'épisode du week-end de Tech Café. On espère que vous passez justement un bon week-end, que vous vous ressourcez ou que votre boulot se passe bien si vous avez des contraintes professionnelles ce week-end. En attendant, merci beaucoup pour votre écoute, pour votre fidélité. On va vous rappeler, malgré tout, où on peut retrouver Guillaume Poggiaspala. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Ah, mais moi je suis le James Webb Space Telescope, toutes les 3 minutes, je fais F5. Et t'as pas trop chaud aux fesses, ça va ? Non, grâce à mon bouclier thermique. Ouh, je suis rassuré. Merci Guillaume, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et vous pouvez également, je vous le rappelle, soutenir Tech Café en allant sur Patreon, patreon.com/techcafé. Vous aurez de toute façon toutes les infos sur comment ça marche. Vous verrez, c'est pas compliqué du tout, il y en a plein qui y arrivent, donc pourquoi pas vous ? Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve dans quelques jours maintenant pour un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ouais, ciao à tous. On m'a dit que dans la région où je suis, le bouclier thermique, c'est peut-être pas nécessaire.